donc sans plus attendre, on va commencer par notre collègue et mon ami et collègue de Angers, donc mon voisin. Alors, il se trouve que je suis à Angers en réunion en même temps, mais donc mon voisin, qui est un grand spécialiste de la thématique, compte tenu de ses connaissances et surtout de l'historique de sa carrière, et qui est un des grands spécialistes de l'hypothermie accidentelle. Donc, merci beaucoup. Dominique, comme chaque année, de nous rejoindre. Et merci beaucoup. Donc, tu as une vingtaine de minutes. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions via le chat ou il y aura un petit peu de temps après pour les questions. Merci beaucoup. À toi la parole. Merci Christophe, merci Antoine de me faire confiance. Donc, oui, je vais vous parler de l'hypothermie accidentelle. Alors, Angers, c'est la capitale de la douceur, hein, il paraît. Et donc, c'est pas vraiment là qu'on fait beaucoup d'hypothermie accidentelle, même s'il y en a quelques-unes. Non, c'est parce que pendant 20 ans, j'ai travaillé en Haute-Savoie, et en particulier en secours en montagne, où j'en ai pris beaucoup en charge. Et voilà d'où vient mon expertise. Quelques généralités avant de rentrer dans le débat. Vous connaissez tous ces notions d'échange thermique qui vont être en cause dans la genèse de l'hypothermie. Il y avait sur la diapo d'introduction le patient qui tombe dans une crevasse. C'est très à la mode en ce moment. Et ben forcément, contre la glace, il va perdre de la température par conduction. Et donc, ben voilà, ça fait partie des choses qui entraînent l'hypothermie. Et puis, vous connaissez aussi ces autres méthodes, ces autres échanges thermiques qui sont en cause dans l'apparition de l'hypothermie. Alors, le rôle de la circulation est bien sûr très important. Et vous le savez, dès lors qu'il fait froid dehors, eh bien, le système va se mettre en protection, et donc le noyau central va être protégé, à la différence de la périphérie de l'organisme, et en particulier les membres, les bras et les jambes sont un endroit où le froid va un petit peu plus s'accumuler, et on verra que ça peut avoir des conséquences très importantes dans la prise en charge des patients qui sont en hypothermie profonde. Et donc, bien sûr, la plupart des échanges se font au niveau du tissu sous-cutané. Et donc, voilà, là aussi, il y a des petits signes importants qui nous permettent de connaître un petit peu l'état de température du patient. Je vous reparlerai du frisson et de l'horripilation tout à l'heure. Alors, c'est probablement une pathologie qui est sous-estimée. Quand on habite, bien sûr, en montagne, on y pense dès lors qu'on prend en charge des patients qui sont dans des conditions un peu extrêmes. Mais là aussi, dans nos services d'urgence, ben, on devrait, de façon un petit peu systématique, prendre les températures des patients, parce que probablement qu'on passe à côté d'un certain nombre de patients hypothermes. Alors, pas de façon profonde, mais de façon parfois qui peut avoir des conséquences sur la suite de la prise en charge. C'est une mortalité qui n'est pas négligeable. Il n'y a pas beaucoup de papiers là-dessus, ou au moins des vieux papiers qui montrent que effectivement, on peut mourir d'hypothermie avec des cohortes de patients, là aussi, qui sont parfois conséquentes, mais probablement sous-estimées. Et puis, ben, c'est ça qu'on rencontre dans nos régions, c'est l'association avec d'autres pathologies, hein. L'intoxication médicamenteuse, on y pense souvent, l'intoxication alcoolique, ou le patient qui est en hypoglycémie profonde, ben là aussi, ça fait partie des pathologies qui peuvent entraîner une hypothermie accidentelle. Et puis, il faut y penser dans la prise en charge du traumatisé grave. Vous le savez, hein, ça fait partie des points de la triade létale. Il ne faut surtout pas que ces patients se refroidissent. Et donc, il faudra continuellement y penser et éviter le refroidissement de ces patients traumatisés graves. Alors, quelques chiffres qu'on retrouve dans la littérature sur les notions d'hypothermie. 9 degrés, c'est la température la plus basse en hypothermie induite avec survie. 13 degrés 7, c'est l'hypothermie accidentelle la plus basse avec la survie d'une femme qui est médecin, hein, qui est tombée dans une eau très froide en faisant du ski de randonnée en Norvège. Et j'ai eu l'occasion de la croiser, et elle parle beaucoup de son expérience et de comment ça s'est passé. Donc,
en tous les cas une profondeur d'hypothermie importante. Le temps d'immersion en eau froide le plus long avec une survie, c'est 20 minutes chez l'adulte, 66 minutes chez l'enfant. Et donc là aussi, hein, c'est vraiment de l'eau froide, hein, c'est pas le, de l'eau à 10 degrés comme on peut avoir chez nous, parce que ben, voilà, ça ne va pas entraîner un refroidissement suffisant pour espérer avoir des survies. On en reparlera dans l'arrêt cardiaque tout à l'heure. Et puis, le registre de Valpott, qui est un, un anesthésiste suisse, qui lui retrouve dans une grosse cohorte de patients qu'il avait publié dans le New England, 47% de survie, avec des patients qui sont en hypothermie et en arrêt cardiaque. C'était vraiment des hypothermies pures, hein, ce n'était pas des patients, par exemple, pris en charge au cours d'une avalanche où il y a associé des symptômes parfois traumatiques et de l'asphyxie, hein. C'était vraiment des hypothermies pures dans cette cohorte. Alors, plusieurs stades. Vous le savez, on parle d'hypothermie en dessous de 35 degrés Celsius. Et donc, différents stades. Un stade 1 qui est le stade d'hypothermie léger et qui se traduit par des patients qui sont encore conscients, mais surtout qui frissonnent. Et donc, dès lors que vous prenez en charge un patient qui a des frissons et qui est capable de frissonner, finalement, il a peu de risque d'avoir des conséquences de son hypothermie. Et donc, par exemple, en montagne, c'est un excellent marqueur. Dès lors que le patient frissonne, finalement, c'est tout à fait rassurant. Pour autant, il faut garder à l'esprit qu'il y a des populations qui frissonnent peu. Alors, vous le savez, chez le tout petit enfant, hein, il n'y a pas de muscles. Et donc, on est très prudent en salle de naissance parce qu'ils se refroidissent très vite. Mais dans certaines conditions, c'est aussi les patients âgés parce qu'ils n'ont plus de masse musculaire et donc ils sont plus en capacité de se défendre et de frissonner. Et donc, très rapidement, ils vont passer dans des stades d'hypothermie plus importantes. Donc, un stade 2 qui se traduit donc par l'absence de frissons, mais un patient qui reste réveillable. Mais déjà à ce stade, on le verra, des conséquences cardiovasculaires qui peuvent être majeures. Et puis, dès lors qu'on descend en dessous de 28 degrés, on commence à avoir des troubles de conscience, des patients qui, au tout début, ont des espèces d'aphasie avec parfois un discours difficilement compréhensible. Je me souviens d'un patient pris en charge pour une hypothermie profonde. Les secouristes avaient l'impression que le patient était étranger, serbe ou croate. Et en fait, pas du tout, c'est que le patient était froid. Et donc, il avait ce verbiage particulier à la prise en charge. Et puis, le stade 4, qui est le stade inférieur à 24 degrés, qui est le stade vraiment sévère, où parfois il y a encore un rythme cardiaque, mais où d'apparence, le patient est en état de mort, il est en mydriase. Voilà, il est vraiment comme un patient en arrêt cardiaque. Alors là, très rapidement, sur la prise de température, qui est quand même essentielle. Sur le terrain, aujourd'hui, c'est plutôt la température tympanique qui est utilisée, en faisant attention que, par exemple, en montagne, les patients n'aient pas de neige dans les oreilles. Bien sûr, la température œsophagienne est la température de référence, mais on se méfiera sur les hypothermies profondes parce que le fait de mettre une température œsophagienne peut stimuler en rétrocardiaque la circulation et peut entraîner une fibrillation du patient. Donc, être attentif à cette température œsophagienne, on en reparlera. Et puis, il y a aussi la température rectale, mais avec probablement des mesures qui sont moins bonnes. Les étiologies, on l'a évoqué tout à l'heure, il n'y a pas que l'hypothermie accidentelle à laquelle il faut penser, hein. Il y a tout un tas d'autres pathologies, des causes iatrogènes, des causes liées à la thermorégulation, en particulier le traumatisé, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, voilà, il peut y avoir tout un tas d'étiologies en cause. Les paramètres vitaux sont bien sûr modifiés en fonction de la température. Là, je vous présente le travail de Mathieu Pasquier, qui est un médecin suisse qui a beaucoup travaillé aussi sur
sur ça, j'en reparlerai un peu de son travail tout à l'heure, mais qui nous donne en fait des bonnes notions sur la répercussion de la profondeur de la température sur, le refroidissement du patient et sur sa mise en hibernation, avec progressivement, hein, cette chute de la fréquence respiratoire, cette, bradycardie progressive et puis, cette hypotension qui suit, ben, l'approfondissement de ces troubles de vigilance et de son Glasgow. Alors sur le plan du système cardiovasculaire, bah, c'est ce qu'on vient de dire, hein, c'est des notions, d'hypotension artérielle, d'hypovolémie qui se mettent en place et on assiste à donc cette bradycardie, avec une association d'une diminution de la compliance, du VG, une augmentation de la viscosité sanguine, qui sont associées et avec un risque, c'est, ben, l'évolution vers la fibrillation ventriculaire et aussi la systolie. Et donc, voilà des résultats qui vous montrent, hein, en fonction de la dysfonction ventriculaire, en fonction du degré de température sur lequel on peut assister. Et puis bien sûr, vous connaissez tous ce fameux sus-décalage du segment ST qui est lié à l'hypothermie avec cette fameuse onde J d'Osborne euh, qu'on peut voir sur l'électrocardiogramme de patients qui sont pris en charge et qui signent la gravité et la possibilité de passer en fibrillation ventriculaire. Et donc, comme je vous le disais pour la sonde œsophagienne pour prendre la température, bah, toutes les stimulations mécaniques rétrocardiaques, que ce soit une sonde gastrique ou que ce soit une voie veineuse centrale cave sup, peuvent générer une stimulation un petit peu de la fréquence cardiaque et entraîner une circulation du sang froid périphérique vers le central et donc entraîner la fibrillation. Et donc, sur le terrain, on en reparlera, il faut être extrêmement prudent avec ce qu'on appelle le rescue collapse, c'est-à-dire le fait de stimuler le patient, de le faire bouger, par exemple. Un patient qui est à moitié conscient, on veut le mettre debout, et ben, le fait de le stimuler comme ça, tout le sang-froid périphérique peut revenir vers le noyau central et entraîner la fibrillation. Et donc, une extrême prudence quand le patient n'est pas en arrêt dans la mobilisation et la mise en condition du patient. Sur le plan respiratoire, c'est des patients qui vont rapidement s'encombrer. Il y a une hypoventilation alvéolaire avec le ralentissement, bien sûr, de la mécanique respiratoire. Et donc, même si c'est sur le terrain une intubation qui est difficile parce qu'il y a une rigidité mandibulaire, les patients sont froids, puis on est en milieu un peu hostile, la règle, c'est quand même plutôt d'intuber ces patients et de protéger les voies aériennes. Voilà, et donc, on retrouve hein, les éléments qui sont en cause dans cet encombrement des voies respiratoires, avec l'inhibition du réflexe de toux et puis le ralentissement de l'activité mucociliaire qui entraîne bien sûr cet encombrement. Sur le plan du système nerveux central, on l'a évoqué tout à l'heure, mais il y a bien sûr un ralentissement progressif et vraiment, c'est une mise en hibernation de ces patients. Et donc, bah, on peut, lorsque les patients ont pu être enregistrés avec un électroencéphalogramme, en retrouver des tracés particuliers et qui marquent un peu la profondeur de l'hypothermie. Pour autant, hein, ce n'est pas nécessaire de leur faire des EEG quand on les prend en charge. Et bien sûr, ça joue dans la neuroprotection des patients. Et donc, c'est pour ça que les patients qui sont en arrêt cardiaque et qui sont en hypothermie profonde, eh bien, ils ont malgré tout toutes les chances de pouvoir s'en sortir à cause de cette neuroprotection. Et donc, l'adage veut que personne n'est mort, s'il n'est pas réchauffé est mort, c'est souvent ce qu'on dit. Et donc, voilà, c'est un effet protecteur qui est intéressant dans la prise en charge de ces patients. Voilà, de nombreux case reports hein, qui évoquent ce genre de choses. Sur le plan biologique, une altération de la coagulation liée au froid. Et donc, là aussi, dans la mise en condition de ces patients, on fera attention, on évite l'intubation, par exemple, nasotrachéale, parce que c'est parfois des patients qui vont saigner du fait du passage de la sonde. En dehors des troubles de coagulation, c'est
une petite insuffisance rénale associée et puis, au tout début de la prise en charge, une hyperglycémie et puis parfois, mais pas de façon majeure, une petite insuffisance hépatique associée. Alors différents stades, on les a évoqués tout à l'heure. Je les reprends ici rapidement en revoyant un peu tous les signes. Le stade 1 qui est le stade superficiel avec, ce patient qui frissonne, qui a une horripilation cutanée, et donc qui, se traduit plutôt par, là, pas une hibernation, mais une réaction, de l'organisme avec plutôt, une tachycardie, une poussée hypertensive. Il est plutôt, polypnéique, hein et c'est là où il commence à avoir une petite apathie, voire avoir un début de dysarthrie, quand on le prend en charge et puis il y a cette fameuse polyurie que vous connaissez tous quand vous allez au ski avec vos enfants, parce que c'est au moment où vous avez mis les godasses de ski et les skis aux pieds qu'il a envie de pisser et que, effectivement, on n'a jamais ce qu'il faut, à côté. Bah, voilà, ça, c'est lié au froid et au stade 1 de l'hypothermie. Au stade 2, là, le patient commence à rentrer dans cette phase d'hibernation, la peau est froide, il est cyanosé, commence à ralentir son rythme cardiaque. Heu et donc une diminution de la filtration glomérulaire à ce moment-là et dès ce stade, il peut y avoir apparition de troubles du rythme et d'arythmie ventriculaire. Le stade 3, là, c'est vraiment, un patient qui est en hypothermie déjà, sévère avec, un patient qui est comateux, qui est rigide. Là, apparaîtra la midriase bilatérale réactive à ce moment-là et sur l'électrocardiogramme, on a passé quasiment le stade, de Longy-Dode Osborne et on aura des QRS qui sont très élargis, qui, parfois font penser un peu à la fibrillation, même si ça reste structuré et puis bien sûr, il y a le risque de passage, en fibrillation ventriculaire, bien sûr. Et puis au stade ultime, hein, en hypothermie profonde, ben voilà, c'est des patients qui sont extrêmement fragiles, qui peuvent s'arrêter, extrêmement rapidement et donc on a l'impression d'un état de mort apparente, très clairement. Alors dans le milieu, qu'est-ce qu'on fait? On soustrait les patients à l'ambiance froide, en étant extrêmement prudent sur la manipulation, comme je vous le disais, hein. Ce qu'on appelle le rescue collapse, c'est-à-dire la mobilisation du patient, peut entraîner, la fibrillation et donc ces manœuvres qu'on voit parfois, hein, à stimuler, à frotter les bras, les jambes pour, essayer de les réchauffer ou, à les manipuler, bah, tout ça, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que les secouristes en montagne, ils ont toujours dans leur poche au moins un thermomètre, tympanique pour pouvoir mesurer la température des patients qu'ils prennent en charge, même l'été, hein. Voilà, on mettra rapidement en place une oxygénation, quand on peut, un électrocardioscope, même si, là aussi dans les conditions, c'est parfois compliqué, les appareils se déchargent extrêmement vite et donc parfois, bah, quand le patient, il est froid, on sait qu'il est froid, mais qu'il ne semble pas avoir de traumatisme ou autre chose associée, c'est PLS, c'est pas de voix, parfois pas de scope et très rapidement on l'extrait du milieu pour aller le mettre en zone protégée et puis refaire le point, tout en étant extrêmement prudent sur les manips. Heu, alors l'hypotension, finalement, on la respecte plutôt, hein. En tous les cas, sur le terrain, on évite de les remplir avec des solutés qui sont plus froids que la température du patient parce que ça va continuer à les refroidir. On évite toute stimulation rétrocardiaque, je vous l'ai dit, et bien sûr, aucune thérapeutique qui va, accélérer le patient qui est en bradycardie et donc parfois, hein, ne rien faire, c'est mieux que de vouloir absolument faire. On a l'intubation facile, je vous l'ai dit, dans les recos, on peut voir qu'il y en a qui proposent de faire une intubation séquence rapide. En tous les cas, il faut savoir que les curares, la cellocurine n'a aucune action sur la rigidité, liée au froid, hein et donc ça sera une intubation difficile avec une ouverture de bouche qui sera limitée, donc c'est toujours un peu compliqué. Il y a quelques équipes, hein, qui font, de l'intubation, sans drogue, hein. On redira, mais vous savez que l'activité, des médicaments qu'on va faire à un patient qui est en hypothermie, bah, elle est forcément réduite puisque le patient circule peu et donc il faudra, si on utilise des drogues, diminuer par 2 la quantité de médicaments et dès lors que le patient se réchauffe, de toute façon, il y a un relargage des médicaments que vous avez fait donc
c'est parfois très compliqué d'utiliser des thérapeutiques chez ces patients. Vous le savez, hein, la gazométrie, elle est particulière, hein. On utilise des ABAC et ce qu'on appelle l'alpha-stat pour savoir les valeurs de la gazométrie de ces patients. Bah oui, parce que quand on fait une gazo, on réchauffe l'échantillon et donc on ne tient pas compte en fait de la température du patient. Et donc voilà, c'est une prise en charge particulière. Et là, je vous ai mis la petite image en bas, c'est des copains de Salon-Chamonix qui ont développé une espèce de bavure avec du carbure qui permet de rapporter de l'air chaud au patient qui est pris en charge. En tous les cas, ça augmente pas la température, mais ça participe à éviter qu'il se refroidisse davantage. Ouais, mais à part cette équipe-là, je ne connais personne qui utilise ce type de matériel. Et puis la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Donc vous vous rappelez, hein, que personne n'est mort avant d'être chaud et mort, hein, c'est vraiment l'adage qu'on retient. Bien sûr, si la température elle est basse, mais elle est au-dessus de 32 degrés, la cause de l'arrêt n'est pas l'hypothermie, hein, et donc ça évitera de faire des réanimations prolongées à des patients qui ont en fait été, par exemple, asphyxiques dans une avalanche ou qui ont un traumatisme fatal. Hein, souvent, on parle beaucoup des avalanchés dans les médias. D'abord, c'est très peu de personnes en France, hein, c'est 70 arrêts maximum par an, et la plupart de ces patients, en fait, ils sont morts d'asphyxie pour plus de 80% des patients, voire de traumatismes sévères, hein, avec des arrachements de membres, des choses comme ça. Et l'hypothermie réelle dans l'avalanche, c'est 3-4%, pas plus. Donc, en fait, c'est vraiment rare dans ces situations-là. Si le patient est en fibrillation quand on le prend en charge et qu'on arrive précocement, eh ben, il est recommandé de ne pas trop utiliser de médicaments. Donc, en fait, l'adrénaline, elle va être limitée, l'atropine, la cordarone également. On est autorisé à faire 1 à 3 chocs électriques externes sur ces patients. Et on retiendra que la capno, hein, qui est pour nous un bon indicateur de qualité de réanimation, etc., ben, elle est peu fiable dans ces circonstances-là. Et donc, voilà, on monitore la température, bien sûr, on les intube, on met en place des dispositifs de massage automatisés, alors qui vont probablement masser très vite les patients au regard de leur hibernation, mais finalement, ça nous permet de les transporter et puis de les amener vers le centre qui va pouvoir faire quelque chose qui est le centre qui est à l'ECMO. On va en reparler. Donc, pour réchauffer ces patients, vous l'avez compris, entre 32 et 35, finalement, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est des couvertures, des boissons chaudes. Il n'y a pas besoin de points particuliers. Ça se fait dans n'importe quel service d'urgence, voire au cabinet du médecin. Voilà, c'est des techniques externes simples. Dès lors que l'hypothermie est un peu plus profonde, on a plein de choses qui sont décrites dans la littérature. Nous, on utilise plutôt des couvertures à air chaud comme en réanimation. Il y en a qui ont utilisé des poches de chaud qu'ils ont mis en intrapleural. Bref, il y a plein de choses qui ont été proposées dans la littérature. L'immersion aussi en eau chaude, ça se fait aussi dans certains endroits comme à Grenoble. Voilà, en tous les cas, si jamais on n'arrive pas à récupérer au moins 1 à 2 degrés par heure, ben on orientera les patients vers des systèmes de réchauffement plus avancés et l'ECMO en particulier. Voilà, je vous parlais tout à l'heure du lavage péritonéal, de l'hémodialyse, etc. Au regard de tout ça, quand même, ça marche pas très bien. Et donc, les centres experts vont assez rapidement donc à l'ECMO pour les patients, même quand ils ne sont pas en arrêt cardio-respiratoire, dès lors que le réchauffement qui est mis en œuvre ne réussit pas à améliorer les conditions de froid du patient. Alors un truc un peu récent, hein, ça a moins de 5 ans, ça c'est un score, le score HOPE, qui est un score pronostic pour les patients qu'on prend en charge en hypothermie. C'est un truc qui a été fait avec les copains suisses et les médecins de l'arc alpin. Et donc, en fait, sur le patient en arrêt cardiaque, eh ben, il y a 5 critères qui nous permettent de définir ce score HOPE, qui sont l'âge,
le genre, la notion d'asphyxie ou pas, la durée de réanimation, le taux de kaliémie à l'arrivée à l'hôpital et puis bien sûr la profondeur de la température. Et donc tout ça va nous permettre de savoir quels sont les patients à qui il faut effectivement proposer une ECMO et à qui il ne faut pas le faire parce que de toute façon, ils ne vont pas survivre. Et donc, globalement, hein, vous avez le- le- la référence en bas qui vous permet le petit calculateur qui vous permet de savoir exactement à combien vous êtes. Au-delà de 10% du score haut, ça vaut le coup de faire l'ECMO. En deçà, c'est pas vraiment utile. Et donc, ça a changé un peu les choses et c'est un score qui a été validé hein, et donc qui est, je pense, extrêmement utile pour les gens qui sont dans ces conditions-là. Alors, l'ECMO, pourquoi? Parce que c'est finalement plus simple. Le besoin d'anticoagulation est plus faible et chez ces patients, c'est plutôt intéressant. C'est un système qui est facilement transportable et donc on peut poser l'ECMO à un endroit et ramener les patients. C'est par exemple le cas, je vous parlais de Salon-Chamonix, où il y a pas finalement d'experts de la chirurgie cardiaque, c'est un petit hôpital, mais en fait, les médecins sont habitués à poser ces machines et les patients sont rapatriés vers les centres experts comme Grenoble ou Annecy pour la suite de la prise en charge. Et donc, comment on fait? Une fois on a posé les affaires, on réchauffe très progressivement les patients, 2, 3, 4 degrés, pas plus, par heure. Et puis, on essaye de remonter la température jusqu'à 30, 32 degrés. On est parfois amené à faire un choc et une défibrillation pour récupérer un rythme. Et puis, euh, et puis voilà, on va ensuite continuer à observer le patient dans un service, donc bien sûr de réanimation. Alors, même si je vous ai dit qu'on n'était pas mort, même si on est réchauffé et mort, il faut savoir que l'ECMO quand même, on a mis des limites d'âge. Voilà, un certain nombre d'équipes limitent les patients qui sont âgés, qui ont des comorbidités. Et puis, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de traumatisme associé ou d'autres choses hein, pour proposer ces techniques de réchauffement qui sont quand même un petit peu lourdes quand même à mettre en œuvre. Pour finir mon propos, je dirais, l'important, c'est probablement de s'organiser. C'est-à-dire que ce n'est pas le jour où on a une hypothermie profonde qu'il faut savoir où, à quel endroit on va emmener le patient, etc. Il faut probablement structurer les choses et savoir vers quel centre on va emmener le patient. Est-ce que c'est, par exemple, pour Angers, est-ce que c'est vers la réa chirurgicale qui a l'habitude de faire de la CEC chez les patients de chirurgie cardiaque, ou est-ce que c'est plutôt la réanimation médicale qui a aussi sa compétence pour autre chose? Voilà, tout ça, c'est organisé avant. C'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus simple quand l'événement arrive, qui, bien sûr, vous l'avez compris, c'est un événement relativement rare, heureusement. Voilà, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dominique. Tu m'entends bien là? Oui. Oui, oui, très bien. Merci pour ce cours très informatif et très clair. Il y a peut-être la place pour une ou deux petites questions sur le chat, en attendant de voir s'il y en a qui sont rédigées. J'en avais deux petites rapides, moi. C'est vrai que bon, à Marseille, pas de problème d'hypothermie. Néanmoins, je Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais je t'ai perdu. Ouais, il est perdu, effectivement. Je ne l'ai pas non plus. Il se passe un truc à Marseille, mais on ne sait pas quoi. Aïe, bah, il va essayer de se reconnecter, je pense, Antoine. vous réentendez ou pas? Ah, Ah ouais. oui, à nouveau, c'est Ça va bon. mieux? Ouais, Mieux? mieux. Ouais. Je me pose la question, tu m'entends là? Oui, c'est bon. Je me Ouais. posais la question de savoir si les systèmes type Arctic Sun qu'on utilise plutôt pour refroidir les patients sont efficaces pour les réchauffer en cas d'hypothermie accidentelle. Alors, j'ai vu passer un papier là-dessus où, ouais, ça marche, mais finalement, c'est pas du tout suivi dans la pratique. Je crois que c'est pas si simple. Ouais. Donc il vaut mieux des... Donc, il vaut mieux la bonne ECMO. Ouais. Aïe, encore frisé. Ouais.
Vous me réentendez? À nouveau, oui, ça va. Oui, très rapidement, une situation à laquelle on est parfois confronté, c'est les hypothermies en eau froide, en fait. Mm. Par rapport au délai d'immersion, et cetera, à l'indication de mettre une CEC par rapport aux effets neurologiques, enfin, aux dégâts neurologiques, et cetera. Est-ce qu'il y a une attitude claire là-dessus? Alors, il y a rien de vraiment clair. Et puis, on a toujours envie, surtout sur des sujets jeunes qui tombent dans la flotte, de vouloir les récupérer. C'est pour ça que je vous ai mis un peu les temps d'immersion, parce que c'est un bon marqueur de jusqu'à où on peut aller. Il faut vraiment que ça soit de l'eau froide, quoi, hein. Les temps qui est un peu froid, mais c'est l'été, les gens se baignent, il est à plus de 10 degrés, bah voilà, il va être noyé le patient, hein. Et donc, jouer l'hypothermie, c'est vraiment illusoire. Et donc, on a pu voir ça, hein, plein de patients avec qui on a essayé ça. Et donc, bah voilà, avant d'aller plus loin, si on a ramené le patient en massant, ben voilà, utiliser le score qui sera là très, très instructif en utilisant les différents critères qui vous disent il faut y aller ou pas y aller, quoi. Et Bien. Si vous me perdez, Patrick, tu embrayes. Bah, écoute, retenez ça, hein, au-dessus de 10 de kaliémie, ils sont tous morts, tous. Voilà. Donc, quand vous prenez en charge le patient, si voilà, la kaliémie à l'arrivée, enfin, si vraiment le potassium est très élevé, n'y allez pas, ça sert à rien, ils sont tous morts. ok, très bien. Ben, merci beaucoup, Dominique. Et puis, je vais Je t'en prie, passer la parole à Patrick Plaisance pour la suite. Merci encore, à bientôt. à bientôt.